Bonjour, bienvenue à Beyrouth. Nous sommes dans la capitale libanaise, au palais présidentiel de Bahabda. Notre invité est le président libanais Michel Aoun. Un grand entretien avec RFI et Le Monde dans ce Liban à l'histoire complexe aux frontières d'Israël et de la Syrie et qui vit au rythme des crises et des bouleversements de la région. Vous l'avez compris, un entretien lié à l'actualité. Mais pour commencer, je vous propose ce document, cette visite guidée, celle d'une maison, un bijou d'architecture du début du XXe siècle. Elle est située au cœur de Beyrouth et elle a été défigurée par 15 ans de guerre civile. Elle abritait des tireurs isolés qui donnaient la mort à tous ceux qu'ils avaient en ligne de mire. Alors depuis, elle a été sauvegardée, restaurée grâce à une mobilisation citoyenne. Beit Beyrouth, comme on l'appelle ici, a vocation de devenir un lieu de mémoire. Les travaux sont terminés, mais les portes sont encore fermées. Brève découverte. Le premier étage qui est l'étage, vous rappelez, l'étage des francs-tireurs. Enfin, c'est un étage dans lequel il y a encore toutes les installations des francs-tireurs qui sont encore là. Mais pas que ça. On a travaillé dans cet étage à figer l'instant. C'est plus un travail de momification quasiment. C'est vraiment, on a arrêté l'instant. Et pour moi, c'est vraiment l'étage qui a vraiment une charge émotionnelle très importante. C'est là qu'on va sentir des choses et on va commencer à se questionner, à se poser des questions. Et on pourra après, dans le reste du bâtiment, commencer à trouver des éléments de réponse à ces questions-là qu'on pose. On n'est pas du tout dans une logique de musée. On est plutôt vraiment dans un centre de recherche et dans un centre culturel qui va gérer les questions de mémoire. On a pour le challenge, c'est vraiment de le sortir de tous les enjeux religieux, politiques et confessionnels. Il faut que ça soit un lieu qui soit autonome et indépendant à tous les niveaux. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Palais présidentiel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ces traces de la guerre que l'on vient de voir, d'entendre avec cette visite de l'architecte, ces traces de la guerre, il fallait les conserver, les sanctuariser. C'est une bonne idée, selon vous, cette maison de Beit Beyrouth? C'est une très bonne idée parce qu'elle nous rappelle toujours les conséquences de la guerre. Et c'est pourquoi les Libanais ont tiré les conséquences de cette guerre et ça nous a servi actuellement pour ne pas nous engager dans des guerres comme nos voisins. La société civile dit beaucoup qu'il y a aujourd'hui une amnésie collective suite à l'amnistie générale qui a été votée en 1991 à la suite de la guerre civile. Est-ce que le Liban aujourd'hui est prêt à faire un travail de mémoire sur ce qui s'est passé pendant ces années-là? Ou est-ce que ça pourrait remettre en péril le fragile statu quo qui existe aujourd'hui entre chrétiens, sunnites et chiites? Non, je ne crois pas que nous vivons cette anxiété qui fait partie de la situation actuellement. Nous avons enfin des soucis que cette guerre nous vienne de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Parce que nous avons reçu pas mal de vagues des terroristes au Liban Nord, mais heureusement notre armée les a battus. Et actuellement, nous vivons en sécurité et stabilité. L'impératif aujourd'hui, la priorité, c'est d'empêcher la guerre à l'extérieur de venir ici au Liban, on l'avait compris. Monsieur le Président, avant de poursuivre cet entretien, un rappel de votre parcours avec ce sujet de Bastien Bory et de Séverine André. Sur 127 bulletins, 83 portent le nom du futur chef de l'État. Michel Aoun. Après 2 ans et demi sans président, l'acclamation du Parlement est à la hauteur du vide institutionnel dont le pays vient de sortir. Le Liban est épargné jusqu'à présent par les incendies qui consument la région. Notre priorité est d'empêcher qu'une étincelle ne nous atteigne. Il nous faut donc nous éloigner des conflits régionaux. Conflits et guerre civile. Celle du Liban fera 150 000 morts de 75 à 90. Avec, au cœur des combats, la question palestinienne, toujours pas réglée aujourd'hui. Michel Aoun, issu d'une famille chrétienne, vous avez été général, formé militairement en France et aux États-Unis,
puis ministre de l'Intérieur, de l'Information, de la Défense et même Premier ministre de transition. Mais en 91, votre résistance à l'armée syrienne se termine sur le chemin de l'exil, en France, où vous êtes exfiltré. Vous y resterez 15 ans, jusqu'en 2005, année de votre retour à Beyrouth, encore secoué par l'assassinat d'un ancien Premier ministre, Rafik Hariri. Le Hezbollah libanais, pro-syrien et iranien, est fortement suspecté, mais ce parti chiite a au Liban un poids considérable. Alors, fini les hostilités, vous concluez une entente avec son chef, Hassan Nasrallah, ici à l'image. Une alliance politique, parmi d'autres qui vous porteront à 81 ans à la tête d'un pays dont le Premier ministre Saad Hariri a provoqué une nouvelle crise en novembre dernier. Le Liban est en sécurité, le marché financier est stable et l'unité nationale est forte. N'ayons pas peur pour notre pays. Mais derrière cette unité que vous déclarez bâtie, des luttes persistent. Iraniens et Saoudiens s'affrontent à distance dans votre pays qui ne reconnaît pas son voisin israélien et où l'urgence de résoudre la crise des réfugiés syriens s'ajoute à une dette publique de 140% du PIB. À un mois des élections législatives, les premières depuis 9 ans, le renouvellement du Parlement permettra peut-être de mesurer les nouveaux rapports de force politiques au Liban. Monsieur le Président, il y a 48 heures à Paris, la France et près d'une cinquantaine de pays étaient au chevet du Liban pour organiser une grande conférence du Cèdre, dédiée à l'économie et au développement de votre pays. Plus de 10 milliards de dollars ont été promis dans des crédits. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, suite à cette conférence, le Liban est sauvé de la banqueroute? Certainement, ça va nous aider à remonter la pente économique, disons, parce que ces guerres, ça nous a fait beaucoup de crises. D'abord la crise mondiale qui a touché notre économie, ensuite les guerres qui nous ont assiégés. Et en Syrie, à vos frontières? Oui, surtout du côté de la Syrie qui est notre accès à notre espace vital. Et après, c'est la grande crise des déplacés syriens qui se chiffrent par des millions. Les réfugiés. Et ils arrivent à 50% de notre population. Qui ont fragilisé l'économie. Oui, une proportion que personne ne peut, qu'aucun pays ne peut supporter. Et actuellement, nous avons subi et les conséquences. Le chômage monte à 46%, le crime ordinaire à 60%. Et notre infrastructure ne peut pas encore servir ces millions. Avec les Palestiniens, ça fait à peu près 2 millions sur 4 millions de Libanais. 2 millions de réfugiés. Enfin, on dit généralement un réfugié pour 4 habitants au Liban. Monsieur le Président, l'Arabie saoudite était présent à cette conférence du Cèdre à Paris, contrairement à l'Iran. Les Saoudiens ont promis 1 milliard de prêts au Liban. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Est-ce que pour vous, ça signifie une sorte de rapprochement avec l'Arabie saoudite? Bien sûr. C'est un rapprochement. D'ailleurs, l'Arabie saoudite est un pays ami. Enfin, ce qui est arrivé il y a un certain temps, depuis des mois, disons, c'était accidentel. Et c'est dû peut-être à quelqu'un qui a mal conseillé le prince Mohammed bin Salman. Et cette faute a été commise, mais ça s'est passé maintenant, c'est dépassé. Mais l'Arabie saoudite avait déjà promis 3-4 milliards de financement pour aider votre armée libanaise et ces financements ne sont jamais arrivés. Vous pensez que le milliard maintenant qui est promis va finir par vous parvenir? Enfin, on va voir. Parce que c'était une promesse. Et pour reviser l'accord qui a été fait. Et vous avez confiance aujourd'hui? Certainement, parce que enfin les relations avec l'Arabie saoudite reviennent normales. D'ailleurs, vous parlez de promesses.
depuis l'organisation des conférences Paris 1, 2, 3 et maintenant le CEDRE, il y avait eu beaucoup de promesses de dons qui n'ont pas été remplies parce qu'elles étaient aussi conditionnées à des réformes que le Liban n'a pas menées. Vous avez promis de mener ces réformes. Quels sont vos engagements et quels sont les blocages à ces réformes que vous rencontrez? Certainement, il y a des difficultés. Enfin, pour ce qui concerne les lois et les réalisations de certains projets, ce n'est pas difficile. Mais en ce qui concerne la corruption, c'est plus difficile. Il faut détecter ceux qui sont là. Et il faut aussi trouver enfin les possibilités de les découvrir. Cette corruption, Justement, quelle est la gravité de cette corruption? Elle touche tous les secteurs, l'eau, l'électricité, le transport, tout ça? Oui, tout ça. Parce que les personnes qui le font ou bien qui les protègent sont très influents dans le pays. Et ça, c'est généralisé sur tous les secteurs. Mais, Monsieur le Président, justement, le Liban fait partie des 40 pays les plus corrompus au monde, dans un classement qui a été établi il y a peu de temps. Quelle garantie vous allez donner, vous, à tous ces bailleurs qui donc, font des crédits? Il y a une somme de plus de 10 milliards de dollars qui a été promise il y a 48 heures à Paris. Comment vous allez garantir que ces crédits seront bien affectés à ce à quoi ils doivent aller? Certainement, on va travailler avec les gens qui ont une certaine moralité. On ne peut pas travailler avec ceux qui ont, enfin... qui sont aujourd'hui à la tête de certaines infrastructures. C'est l'infrastructure, c'est aussi les services, aussi comme l'électricité, les eaux, parce que les eaux sont très importantes actuellement au Moyen-Orient. Vous appelez, ce serait plus un intéressant que le pétrole. Vous appelez un renouvellement de tout l'encadrement des grandes sociétés qui concernent l'eau, l'électricité, etc. Il faut renouveler tout ce personnel-là? Certainement, ça sera un début des réformes. Parce qu'on ne peut pas faire des réformes avec ceux qui ont commis les fautes ou bien qui ont permis la corruption. Quand vous avez vu la façon dont le prince héritier d'Arabie Saoudite a agi justement sur la corruption de façon très brutale, en enfermant les personnes suspectées dans un grand hôtel et puis ensuite en leur demandant de rendre l'argent, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Bon, chez nous, ça ne peut pas arriver comme ça. Il faut d'abord savoir comment ça a été fait, cette corruption, comment on va découvrir les indices d'abord, puis ensuite on va faire des enquêtes. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison suivant nos lois, parce qu'on respecte les gens, on suppose qu'ils sont innocents. C'est pourquoi quand on a des doutes sur leur comportement, on fait des enquêtes. Donc, respecter un état de droit. On va parler, si vous voulez bien, maintenant, Monsieur le Président, des élections législatives qui vont se dérouler le 6 mai prochain, les premières en 9 ans. Il y a une vraie impatience des électeurs, de la société civile, pour renouveler le personnel politique, les parlementaires. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce renouvellement est bien engagé? Certainement, parce que ce nouveau système électoral, ça va permettre à tout le monde de se représenter au Parlement. C'est un système à la proportionnelle. Et il y aura la minorité et la majorité vont être représentés. Donc tout le peuple libanais, et certainement il y aura des gens qui vont défendre le droit du peuple, et puis ensuite de favoriser le changement. Mais ce sont toujours les mêmes partis politiques qui sont là, et parfois même le même personnel politique. Même avec ça. Même avec ça, vous êtes confiant? Le peuple libanais. Monsieur le Président, il y a un pacte national qui fait que traditionnellement,
le président de la République est un chrétien maronite, c'est votre cas, le président de l'Assemblée, lui, est un chiite, et puis le Premier ministre, lui, est un sunnite. Voilà, donc ça, c'est le pacte national. Oui. Alors, les élections et le suffrage universel, comment est-ce qu'ils s'accommodent avec ce système? Puisque du coup, ça fige un petit peu les choses. Oui, certainement, les sièges sont répartis entre ces trois communautés. Et les élections vont se faire sur sur cette loi. Vous craignez un blocage possible? Parce qu'on voit que ça a pris beaucoup de temps pour s'entendre sur M. Hariri par le passé. Est-ce que vous craignez que ça puisse aboutir à un blocage? Non, je ne pense pas. Actuellement, puisque tout le monde est représenté ici, il ne va pas être des blocs, disons, qui vont faire le blocage. Pourtant, pendant 2 ans, il n'y a pas eu de président de la République. Ça a été très long avant que vous veniez aux affaires. Parce que le peuple était d'un côté et les députés de l'autre. Ils se sont renouvelés leur mandat de 3 fois. Donc ils n'étaient plus représentatifs. Enfin, ils ont accepté enfin la volonté du peuple libanais. Monsieur le Président, au-delà des législatives, on a évoqué tout à l'heure la question de l'Arabie saoudite à propos de la conférence CEDRE. Je voudrais revenir sur cette question de l'Arabie saoudite. Vous dites que c'est un pays ami. En novembre dernier, votre Premier ministre démissionné de Riyad. Vous dénonciez cette démission comme un coup de force, en quelque sorte, de l'Arabie saoudite. Vous disiez qu'il était détenu en Arabie saoudite. Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il est revenu, il est de nouveau en fonction. Mais vous, est-ce que vous avez considéré que c'était une atteinte à votre souveraineté nationale, ce qui s'est passé en Arabie saoudite au mois de novembre dernier? Bien sûr, si c'est en contradiction avec un mandat universel, disons, la protection de certains gens qui portent une certaine immunité, comme les chefs d'État, les ministres des Affaires extérieures, et puis aussi les ambassadeurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine diplomatique. Alors comment vous qualifiez? Ça porte atteinte à ce contrat. Donc je me suis servi de ça pour défendre notre Premier ministre qui a été arrêté. D'ailleurs, ça n'est jamais passé dans un pays comme ça. Oui. Et alors, comment vous le qualifiez, ce coup de force du prince Mohammed Ben Salman? Bon, c'était un incident, disons. Vous le qualifiez d'incident? Commis par quelqu'un qui était son conseiller, disons, ou bien qui était un ministre chargé des affaires arabes, qui a commis, qui a fait cet incident, disons. Et maintenant, il est écarté, je crois. Quelle était l'intention de cette action, selon vous? Quelle était l'intention, quel était l'objectif final, au-delà de la démission de M. Hariri? Qu'est-ce que voulait l'Arabie saoudite au Liban? Enfin, c'est resté entre lui et l'Arabie saoudite. Certains disent que le but était de déclencher une attaque de la part d'Israël sur le sud Liban. Pourquoi ce scénario ne s'est pas développé? Qu'est-ce qui l'a empêché? L'Arabie saoudite, comment dire, Israël voulait faire une attaque contre le Liban? Certains observateurs expliquent que le but était de pousser à ce que les Libanais descendent dans la rue, à ce qu'il y ait une sorte de chaos. Oui. Et qu'il y aurait une attaque contre le Hezbollah à ce moment-là. Oui, ça c'était possible. Mais les Libanais se sont unifiés contre cette action qui a été menée contre notre Premier ministre. Et du coup, ça va avoir un impact sur les élections? Le fait que finalement, les gens ne sont pas descendus dans la rue et qu'il y a eu un soutien, une sorte de cohésion tout de même derrière ce Premier ministre. Est-ce que ça va avoir un impact sur les élections à venir?
Bon, oui, certainement, parce que ça va développer chez les Libanais un sentiment très fort d'indépendance et ne pas accepter les ingérences extérieures dans nos affaires. Alors, puisqu'on parle de la vie politique libanaise, il y a un parti qui pèse très, très lourd dans votre vie politique, c'est le Hezbollah. Vous avez, en 2006, signé une entente avec lui. Il est souvent dénoncé par ses opposants comme un État dans l'État. Il est classé comme organisation terroriste par les États-Unis et le Canada. Est-ce que le Hezbollah n'est pas, pour vous, au niveau national et international, un allié un peu encombrant? Ce n'est pas un allié encombrant. Ce sont des Libanais qui vivent sur les frontières libano-israéliennes et ils se défendent. Il ne s'est jamais attaqué à Israël, il a libéré le territoire du sud parce que les Israélites occupaient enfin une partie de leur village. C'est ça, et c'est pourquoi il y a eu cette résistance qui s'appelle Hezbollah. Et en fin de compte, personne du côté du Liban n'a attaqué Israël. Israël a attaqué tout le temps. Et dernièrement, s'il faut rappeler ça, je ne veux pas défendre Hezbollah, mais je veux parler de certaines réalités. Il ne faut pas les oublier. En 1993, Israël a fait la guerre contre les habitants du Sud. Toujours les victimes des habitants étaient beaucoup plus nombreux. Ça s'appelait le règlement de compte. En 1996, c'était la guerre, on l'a appelée les raisins de la colère. Et en 2006, c'était une guerre plus vaste qui a atteint tous les territoires libanais. Donc, c'est une force de défense du Liban Sud. Président Michel Aoun, le Hezbollah, vous qui défendez la distanciation, le fait que le Liban ne soit pas impliqué dans les conflits régionaux, comment vous conciliez ce principe que vous défendez avec le fait que le Hezbollah envoie des combattants en Syrie? Il est présent sur le terrain, il est dans ce conflit aux côtés de Bachar el-Assad. C'est contradictoire. Au moment de l'envoi de ces forces-là, les terroristes pénétraient dans ils ont investi le nord du Liban. Le groupe État islamique. C'était des terroristes qui sont entrés dans la région de Akkar et ils ont investi une partie de la montagne libanaise, la chaîne orientale de l'Est. Et à ce moment-là qu'ils ont combattu les Hezbollah. C'est le Hezbollah qui a défendu les... Oui. Vous dites souvent qu'il défend les frontières. Et ensuite, la guerre était comprise d'autres choses par les Libanais. Ce n'était pas la guerre de libération, c'était une guerre des terroristes qui combattaient contre tout le monde. Nous savons très bien ce qui est arrivé à Mossoul, en Irak, et la région a été vidée de la population irakienne. Et puis ensuite, en Syrie, c'était des terroristes, d'ailleurs tout le monde. Et nous faisons partie de cette union contre le terrorisme, nous autres. Mais donc, le Hezbollah parce que, les Libanais et les autres, et tout le monde, mais... quel régime va être instauré après cette guerre terroriste? Mais le Hezbollah participe aussi à des actions entre différents partis syriens, c'est-à-dire entre le régime et l'opposition. On a vu à Alep, à Palmyre, où il n'y a pas l'organisation État islamique. Est-ce que ce combat est justifié? Est-ce que le Hezbollah ne doit pas aujourd'hui rentrer? Certainement, il s'est engagé et la guerre est devenue une guerre régionale où il y a 84 pays qui sont engagés en Syrie.
Mais le Liban a le principe de neutralité. On voulait que tout le monde se désengage de la Syrie. Et actuellement, ils vont revenir bientôt. Mais comment expliquer finalement? Le Liban a deux armées. Il a cette milice, donc le Hezbollah, et puis une armée régulière. D'ailleurs, pourquoi vous engagez ce problème sur ce côté-là? Ils sont arrivés chez vous même, les terroristes. Et ils sont encore. Je ne veux pas défendre, je veux éclaircir un peu le problème du Moyen-Orient. D'ailleurs, on va régler le problème actuellement avec enfin le retour de la paix en Syrie. Je crois qu'il n'y a plus que des enclaves de résistance qui vont être enfin libérées. Certainement, si on est loin du problème de cette guerre-là, on peut avoir toutes les idées. Mais ceux qui subissent cette guerre pensent autrement. Et d'ailleurs, certainement, le pouvoir au Liban est exercé totalement parce qu'il n'y a aucune intervention de Hezbollah à l'intérieur du pays. Sur le territoire libanais. Sur le territoire, puis ensuite, il n'y a pas d'agression contre Israël. Donc, nous maintenons la sécurité et la stabilité du pays et la paix sur le territoire, au territoire libanais. Je voudrais élargir un peu peut-être, parce que justement, vous parlez d'ingérence internationale, et on voit que la Syrie et l'Irak sont devenus aussi un point de frottement entre les Américains et l'Iran. Et on voit que l'administration Trump est dans cette dynamique de repousser l'ingérence iranienne sur le croissant chiite, comme ils disent. Est-ce que vous craignez que Donald Trump décide d'annuler l'accord sur le nucléaire iranien et d'engager un bras de fer avec Téhéran qui pourrait avoir des implications sur la région? Je ne crois pas, parce que enfin, les tensions politiques, ça dure depuis des dizaines d'années. Et je crois que personne ne veut faire la guerre. Mais simplement, chacun prend des décisions, disons, plus ou moins fortes. C'est une démonstration de force. Et quelles pourraient être les conséquences de sa décision d'annuler l'accord s'il le faisait? Rien. Monsieur le Président, on vient d'évoquer les tensions avec Israël. L'État hébreu a ce projet de construction de murs au sud Liban. Et plus récemment, il y a eu ce différend autour de l'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée. Israël conteste les eaux maritimes dans lesquelles votre pays lance des chantiers d'exploration avec les Français, les Italiens, les Russes. Vous dites que personne ne veut la guerre, mais est-ce que vous ne craignez pas que ces problèmes-là provoquent de plus en plus de tensions? Est-ce que vous pensez qu'il peut, à un moment donné, y avoir des tensions qui aboutissent à une nouvelle guerre avec Israël? Pourquoi? Il y a le droit des mers. Et il y a des solutions légitimes à ces problèmes, à ces conflits sur les frontières maritimes, disons, et les régions d'exploitation des ressources maritimes. Donc, on doit respecter ces lois-là. Et même s'il y a parfois des bassins qui sont communs, ils se partagent suivant aussi des lois qui... il y a des problèmes un peu partout de ce genre-là. Et vous pensez justement que la solution, elle va venir de quel côté? Vous pensez à l'ONU? Vous pensez qui est-ce qui va trancher? Puisque Israël n'est pas d'accord avec votre façon de voir et avec votre tracé maritime. Qui est-ce qui va trancher? On est en train maintenant de discuter, de négocier ça. Et surtout les négociations maintenant sont ajournées à cause des élections chez nous. Il y aura un renouveau de ces négociations. Et si on ne peut pas arriver à un accord, on va recourir d'autres institutions pour le faire.
Mais ça ne fera jamais la guerre. C'est un Parce gros que enjeu. nous acceptons, par exemple, l'arbitrage. Si jamais ça ne se fait pas entre les deux partenaires, par le moyen des États-Unis et des Nations Unies. Des Nations Unies. La Cour internationale. Et quel est l'enjeu pour vous de cette ressource au large des côtes libanaises? C'est très important pour vous, ces forages? Bien sûr, voilà. Ça c'est une source économique la plus importante. Une question d'Hélène sur, Jérusalem. Sur Jérusalem, on voit que Donald Trump a décidé de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est une décision qui, bien sûr, suscite beaucoup de réactions dans la région et au Liban. J'avais assisté à la déclaration de votre ministre des Affaires étrangères à la Ligue arabe qui était très forte. Qu'est-ce que vous craignez de ce transfert ? Et est-ce que vous craignez que Donald Trump propose dans son deal du siècle, le plan qu'il est en train de préparer, de céder Jérusalem aux Israéliens? C'est un début, parce qu'on n'a vu jamais un pays fait cadeau de quelque chose qu'il ne possède pas. C'est-à-dire qu'il a décrété, Donald Trump, pour préciser, a décidé que Jérusalem serait la capitale d'Israël. Non, c'est une atteinte au droit international. Et puis ensuite, il y a un vote de l'Assemblée générale contre ça, et puis le Conseil de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, c'est une action de force. Et vous pensez que c'est irrémédiable, qu'il va réussir à imposer cette décision? Non, mais il y aura toujours la guerre, la résistance des Palestiniens à cette décision. Chaque jour, il y a des victimes, il y a des morts, il y a des blessés. Parce qu'on a l'impression que certains pays de la région, et pas des moindres, notamment l'Arabie saoudite, qui se rapproche d'Israël et qui est très proche de Donald Trump, de l'Amérique, et qui ont dit qu'ils seraient prêts eux-mêmes à laisser Jérusalem aux Israéliens. Vous pensez qu'il y a une dynamique comme ça dans certains pays arabes dans ce sens? Vous savez que Jérusalem est dans la Palestine et ça concerne les Palestiniens. Personne n'a le droit de parler au nom des Palestiniens qui, eux, ont cette partie est actuellement, après les guerres, qui l'ont et qui habitent Jérusalem-Est, et que c'est leur nationalité. Puisque nous parlons de la question palestinienne, Monsieur le Président, ici au Liban, ils sont encore nombreux, ils sont arrivés très nombreux en 1948. Un dernier recensement parle de plus ou moins 175 000 réfugiés palestiniens. On les estimait encore plus nombreux. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ont... Une personne sur deux a moins de 24 ans. 65% est touché par la pauvreté. J'ai envie de vous demander quel futur vous réservez à ces Palestiniens qui sont sur le sol libanais aujourd'hui, à ces réfugiés palestiniens. Il faut qu'ils recouvrent leurs droits. Ils ne peuvent pas être sans nationalité et ils ne peuvent pas vivre en dehors de leurs droits au sol palestinien. Et ils ont des propriétés là-bas. Mais vous pensez qu'ils peuvent retourner, mais aujourd'hui, il y a tellement de difficultés. On voit ce qui se passe à Gaza, vous l'évoquiez, avec ces morts tous les jours. Ils doivent retourner. Et ils ont mais le droit Monsieur le Président? Ils ont le droit de retourner. Mais où? Mais où aujourd'hui? En Palestine. Monsieur le Président Michel Aoun, pour l'instant, le temps qu'ils puissent retourner, pourquoi le Liban, par exemple, ne leur accorde pas le droit de travail? Pourquoi ils n'ont pas les moyens d'accéder au marché du travail comme d'autres? Et ça pourrait, parce que la misère, finalement, ne crée que des difficultés. Enfin, je venais de dire que nous avons 46% de chômage et nous avons encore, en plus, 1 850 000 Syriens. Mais est-ce que vous croyez que un pays dans le monde pourrait assumer la responsabilité d'avoir 50% de sa population pour leur trouver
du travail, de l'argent, du pain et autre chose. Non, mais vous me posez des questions impossibles. La solution n'est pas plutôt dans des réformes... Je m'excuse. Des problèmes impossibles à résoudre. Donc, est-ce que nous-mêmes, enfin, nous émigrons dans le monde entier. Actuellement, le Liban se répand entre les deux pôles de la terre. Vous voyez, il y a des pays qui sont en développement et qui ont 3% de densité, densité démographique, alors que nous avons 600 au Liban avec les réfugiés comme densité démographique. C'est une densité citadine. Elle n'est pas une densité normale pour un pays. La France a 128, 120, l'Amérique 33%, le Canada 3%, l'Australie 2,5%. Mais vous voyez comment? Mais est-ce que c'est une question purement économique ou il y a aussi des raisons politiques à cela? Tellement ils sont attachés à leur pays. Mais ils peuvent très bien avoir le droit de conserver le droit au retour et avoir une autre nationalité. C'est pas exclu. Bon, c'est leur choix. S'ils le font, c'est très bien. Mais le choix n'est pas offert au Liban. Pour les Palestiniens, pour les réfugiés. Vous voyez, pourquoi vous ne comprenez pas? Non, je vous dis 600 par kilomètre carré. Alors, un pays pauvre de ressources très limitées. Et, Monsieur le Président, concernant les réfugiés syriens, vous demandez aussi que maintenant, très, très fortement, qu'ils rentrent en Syrie, puisque dans une certaine partie du territoire, les armes se sont tues. Mais le haut-commissaire des Nations aux réfugiés, Filippo Grandi, dit que les conditions ne sont pas réunies pour ce retour des réfugiés syriens. Vous pensez qu'elles sont réunies, qu'il faut qu'ils rentrent maintenant? Oui, ils peuvent rentrer. Et ils peuvent rentrer parce qu'il n'y a plus de guerre que dans certaines enclaves très limitées. Et la guerre ne se répand plus sur tout le territoire syrien. Et il ne faut pas une solution politique avant qu'ils rentrent? Bon, mais parce que certains ont fui aussi les exactions du régime de Bachar al-Assad. S'il y a quelques millions à l'extérieur, il y a le 80% de la population syrienne vivent en Syrie. Et ceux-là ne sont pas des guerriers, ne sont pas des révolutionnaires. Ils ont fui la guerre. Et donc, ils n'ont pas fui le pays politiquement, mais la plupart d'eux, ils vont en Syrie actuellement, puis ensuite, ils reviennent chez nous. Monsieur le Président Michel Aoun, dans 2 semaines, enfin le 25 avril prochain à Bruxelles, il y a une conférence justement sur le sort des réfugiés syriens. Qu'est-ce que vous attendez de la part des Européens à propos des réfugiés syriens? Vous attendez qu'ils vous aident financièrement pour gérer la présence des réfugiés pour le moment, ou est-ce que vous attendez qu'ils en accueillent? Les aides financières, c'est très limité dans le temps et en quantité aussi. Et donc, vous n'avez pas d'attente particulière lors de cette conférence? Non, accepter les aides que les Syriens eux-mêmes reçoivent. Monsieur le Président, vous avez défendu le rôle du Hezbollah qui a participé au combat en Syrie pour protéger, vous avez dit, vos frontières. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, le Liban s'est rangé aux côtés de Bachar al-Assad? Et est-ce que le maintien de Bachar al-Assad est une bonne chose à la tête de ce pays? Vous savez que nous avons défendu nos frontières. Officiellement, l'armée libanaise a défendu ses frontières. Et la population a collaboré avec l'armée. Parce que tous les villages frontaliers vivaient la panique. Parce qu'on voyait très bien ce qui se passait dans les pays voisins. Vous savez, les villages là, se côtoient sur la frontière. Et donc ça, c'est notre affaire. Si vous considérez ça comme appui,
Donc on ne doit plus nous défendre. Ça veut dire qu'en fait, que pensez-vous de la personnalité de Bachar el-Assad et de son avenir politique dans son pays? Dès qu'ils représentent le gouvernement syrien, je ne me permets pas d'apprécier et donner des points, une note à M. Assad. Il est président de son pays et jusqu'à présent, tout le monde il va rester. Donc, nous devons traiter avec le gouvernement existant parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Et certainement, actuellement, les relations sont très limitées, mais tant qu'il reste, il est pour nous le pays reconnu. D'ailleurs, on n'a pas un autre représentant du pays. Il y a eu beaucoup d'exactions dénoncées concernant sa façon de réprimer et de bombarder les civils, de larguer des bombes de TNT. C'est une affaire syrienne. Est-ce que vous estimez qu'il y a impunité pour les vainqueurs? C'est une affaire syrienne. Tant que ce peuple ne l'a pas évincé, le problème reste syrien. Et s'il y a des accusations de crimes contre l'humanité, ça, c'est pas juste une affaire avec syrienne. la guerre, on n'a pas pu le vaincre. Donc, il faut prendre des mesures, enfin, je peux dire rien sur ça, quelles mesures on doit prendre. Donc, est-ce qu'il faut faire la guerre jusqu'au bout? On l'a fait jusqu'au bout. Damas a été encerclé, Alep était aux 2/3 occupés, et Homs et Hama, les grandes villes, maintenant ils sont libérés. Et 80%, et même le côté nord de la Syrie qui est occupé par les Kurdes n'est pas considéré comme occupé, parce que les Kurdes sont des citoyens syriens. Donc s'il y a un problème intérieur, ils doivent le négocier pour trouver la solution. Pendant 7 ans, hein, cette guerre s'est déroulée à vos portes, à la frontière, hein, en Syrie. Qu'est-ce qui a, selon vous, permis qu'elle ne surgisse pas sur le territoire libanais? On parle souvent le miracle libanais. Quels sont, selon vous, les éléments qui ont fait que ça n'a pas embrasé votre pays? Au fond, je vous ai dit, l'expérience et puis ensuite la volonté. C'est tout. On s'était mis d'accord, inconsciemment ou consciemment, que c'est un conflit qui ne doit pas déclencher des troubles au Liban. Même avec les déclarations incendiaires, enfin, l'incendie ne s'est pas propagé. On est presque au terme de cet entretien, Monsieur le Président. Vous êtes un grand défenseur de la francophonie. Oui, bien sûr. L'Arabie saoudite, puisqu'on en a beaucoup parlé, frappe à la porte de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Sa candidature devrait être regardée à l'automne prochain à Erevan, au sommet de la francophonie à l'OIF. Vous êtes favorable, vous, l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'OIF? Pourquoi être contre? Ce n'est pas un pays francophone en tant que tel. Qu'est-ce que ça peut apporter à cette organisation d'avoir l'Arabie saoudite? Je ne sais pas, enfin, c'est une organisation internationale avec laquelle nous sommes attachés d'ailleurs, et que si les partenaires veulent avoir l'Arabie saoudite... Mais vous, le Liban est favorable? Le Liban. Oui, nous sommes favorables, pourquoi pas. Et le sujet fait polémique. Certains expliquent que, par certains côtés, l'Arabie saoudite, ça n'est pas tout à fait les valeurs de la francophonie. Cet argument, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des valeurs de la francophonie? L'affaire de la France en premier, puis ensuite des autres pays. Parce que la France, c'est la France qui a créé la francophonie, le groupe de pays qui parlent la langue française. Et ensuite, il s'est propagé même avec des anglophones, parfois.
Mais c'est devenu là une communauté qui partage les mêmes lois, les mêmes principes. Les mêmes valeurs? Et qui sont les mêmes valeurs. Pas toujours. Vous avez, vous, le Liban, déposé votre candidature pour ouvrir le siège de l'OIF ici au Liban, siège régional pour le Proche-Orient et l'Afrique. Et la Tunisie l'a fait aussi. Cette candidature, votre candidature, c'est pour sauver un peu peut-être la francophonie, parce que l'anglais est de plus en plus parlé ici au Liban. Oui, c'est une des raisons. Et les autres raisons? Les autres raisons, c'est notre attachement à la culture française. Depuis le monde de l'école, nous apprenions la langue française, puis ensuite nous avons la culture française. Et enfin, la France a une certaine histoire qui a développé les lois, les droits de l'homme. Je crois la première déclaration des droits de l'homme s'est faite après la Révolution française. Et puis ensuite, elle s'est développée. Donc, nous n'oublions pas ça. Justement, pour revenir sur le sujet, vous mentionnez les droits de l'homme, vous mentionnez des valeurs qui sont en fait politiques. Est-ce que vous estimez que cette organisation a un rôle politique à jouer, ou que c'est une organisation qui doit s'en tenir à la culture, aux affaires culturelles? Puis, moi, je crois que quand il y a une infraction ou des passements, disons, de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme, ils peuvent avoir une prise de position pas politique, c'est pour défendre nos valeurs. Des valeurs universelles. Oui, oui. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci de nous avoir reçus ici au Palais présidentiel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de RFI, du journal Le Monde et de TV5 Monde. Et merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. À très vite.